Donc ce soir, on avance bien sur notre cursus des topos là, sur le Trimix. On va parler des aspects réglementaires. On n'avait pas parlé jusqu'à présent, mais c'est important d'en parler, bien évidemment. Alors, on va voir trois parties. La première qui est directement liée à la réglementation française. La deuxième qui sera liée à la réglementation européenne. Donc les premiers éléments qu'on va développer ensemble ce soir, c'est le code du sport. Donc c'est lui qui régit en tout cas la pratique et l'enseignement de la plongée subaquatique. Et nous, on va être plus particulièrement concernés par des articles directement liés à la plongée au mélange autre que l'air. D'accord. Donc c'est l'arrêté qui date du 23 juillet 2009. Et dans le code du sport, ce sont les articles donc, A322-88 à A322-115 avec un certain nombre d'annexes. Et on détaillera ça un petit peu plus tard. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que le code du sport il définit des règles techniques et de sécurité. Il ne définit pas de cursus de formation. Deuxième point qu'on va aborder, mais extrêmement rapidement, et j'irai pas plus loin que cette présentation générale, c'est la réglementation française s'agissant des équipements sous pression. Donc ce sont rigoureusement les mêmes textes que la plongée à l'air. Vous trouverez l'ensemble de ces textes dans l'espace TIV, sur le site de la FFESSM, et celui en particulier de la CTN. Donc il y a un certain nombre de textes concernant bien évidemment les équipements sous pression, sur des circulaires, sur des réépreuves, et ainsi de suite. Donc je vous invite, s'agissant en tout cas de cette partie équipement sous pression, à revenir aller sur le site et donc vous informer des dispositions qui existent en la matière. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas différentes de celles de la plongée à l'air. Et le dernier point qu'on traitera un petit peu plus en détail tout à l'heure, c'est la réglementation européenne, qui concerne en particulier celles qui sont existantes pour le matériel employé. Donc on a deux normes qui sont la NFEN 144-3 qui concerne les raccords filetés entre les robinetteries des bouteilles et les détendeurs, et la norme NFEN 13949 s'agissant des scaphandres à circuit ouvert qui utilisent du nitrox ou de l'oxygène pur, donc avec des teneurs en O2 qui sont supérieures à 22%. Alors, premier point important, on revient sur le code du sport, puisque c'est un point important de l'exposé d'aujourd'hui. Le code du sport pour la plongée au mélange, il concerne quoi? Il concerne les mélanges binaires, à la fois le nitrox et l'héliox. Donc ça, je confère le cours qui a été fait par Véronique sur le type de mélange qu'on pouvait avoir. Et les mélanges ternaires qui sont le trimix. Le code du sport, donc, qui précise, ça c'est un point qui est également important, que seule la FFESSM, la FSGT, la NNP et la CMAS ils délivrent des qualifications en relation avec la plongée au mélange. Il n'y a que ces seules structures, ces quatre structures ou organismes qui sont considérés par le législateur français, par la réglementation française, s'agissant de la plongée au mélange. Autre point important, les plongeurs au mélange sont titulaires de qualifications et non de brevets. Et ils conservent bien évidemment tout leur niveau de plongeur. Alors, on en a déjà parlé au cours des différents topos, mais c'est important de le repréciser. Et c'est d'ailleurs un des points importants et un des premiers chapitres du code du sport, donc qui concerne les limites d'utilisation des mélanges. Donc il est précisé dans le code du sport que donc les limites concernent des pressions partielles, que l'oxygène ne doit pas être respiré à moins de 0,16 bar, donc sinon on va en situation d'hypoxie significative, donc dangereuse, et qu'on n'ira pas à des pressions partielles d'oxygène supérieures à 1,6 bar, donc qui est la limite hyperoxique, comme on a pu déjà le voir dans les cours précédents.
implicitement, mais ce n'est pas écrit de manière explicite dans le code du sport. L'APP de N2 ne doit pas dépasser les 5,6 bars, donc qui correspond à la pression partielle d'azote qu'on a dans l'air à 60 mètres, qui, je vous le rappelle, est la profondeur maximale à laquelle on doit plonger à l'air. Alors, je fais un petit aparté tout de suite s'agissant du code du sport. À chacun des thèmes que vous pouvez voir dans le haut de l'écran, donc des titres des différents slides, vous avez référence à un certain nombre d'articles du code du sport qui ne sont pas repris avec leur numéro. Mais si vous allez dans le code du sport, ce que je vous invite bien évidemment à faire, vous allez retrouver les mêmes intitulés. Alors, il y a l'article qui suit, la partie des limites d'utilisation des gaz, concerne la confection et l'analyse des mélanges. Donc un certain nombre de règles y sont rappelées, et pour certaines d'entre elles, vous les connaissez d'ores et déjà, du fait de vos qualifications nitrox. Premier point, c'est que le matériel doit être spécifié O2 pur, donc c'est aussi une notion qu'on appelle oxygène service, si l'on réalise des mélanges par transvasement. D'accord? Donc ça c'est un point important. Hein, je compte faire les méthodes de fabrication des mélanges, donc le cours qui a déjà été précédemment fait. On utilise également du matériel oxygène service quand on travaille sur des mélanges préfabriqués dont la concentration est supérieure à 40%. L'autre règle qui est précisée concernant la confection des mélanges, c'est qu'il est qu'un impératif qu'il n'y ait pas de possibilité de confusion ou en tout cas de transvasement accidentel entre des récipients contenant des mélanges différents. Donc ça c'est important. Il convient de mettre en place par le biais des trompeurs, d'identification des blocs, des éléments concernant le mélange pour éviter de se retrouver dans cette situation. À la fois quand vous faites votre gonflage et bien évidemment après sur le bateau et puis après en immersion quand vous allez les utiliser. Pour ce qui est de l'utilisation, il est également précisé que vous devez avoir un repérage des embouts des détendeurs correspondant à des mélanges différents. Donc en pratique, ce que font les gens, c'est qu'en complément à un étiquetage précis qui existe sur le bloc, sur le tuyau du détendeur, les gens rajoutent des scotch en général avec marqué le type de mélange et la profondeur maximale d'utilisation du mélange. D'accord ? Donc le fameux MOD ou PMU en français. Hein ? Maximum Operating Dive ou profondeur maximale d'utilisation. Alors, on a parlé de généralité concernant les mélanges. Maintenant, on revient sur un point important qui concerne l'analyse des mélanges. Elle est réalisée à plusieurs moments. Premièrement, elle est réalisée par la personne en charge du gonflage. Donc ça, c'était un point important. Et elle est réalisée une seconde fois avant la plongée par l'utilisateur lui-même, c'est important, mais également par le moniteur. Donc c'est un « et », il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est pour ça que je l'ai souligné. L'ensemble des relevés qui ont pu être faits au cours des analyses sont à consigner sur un cahier, d'accord, de manière à ce qu'on puisse avoir une traçabilité de ce qui a été fait et que les gens, par le biais de signatures, s'engagent vis-à-vis de la lecture qu'ils ont pu faire des paramètres et déclinent ces éléments en termes de profondeur maximale d'utilisation des mélanges. Donc on va voir de quelle manière maintenant. Alors s'agissant du nitrox, ben ça c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement, hein, d'ores et déjà. On retrouve les deux notions dont je vous parlais tout à l'heure. Une consignation du technicien en charge du gonflage avec le numéro du bloc, la date de réalisation du mélange, le nom et le visa, donc c'est la signature, la pression du bloc après gonflage, le pourcentage O2 et donc la profondeur maximale d'utilisation. S'agissant de l'utilisation du mélange, on a un contrôle par l'utilisateur, date, nom visa, pression, pourcentage O2 et profondeur maximale d'utilisation. Ça, c'est l'enregistrement en termes de cahier de gonflage. Deuxième point qui est important, c'est bien sûr, c'est sur le bloc lui-même, on retrouve les mêmes éléments, sous un format qui est un petit peu différent, avec sur la partie de gauche, les éléments
qui sont remplis par le gonfleur, la personne en charge du gonflage, et sur la partie de droite, les éléments en relation avec l'utilisateur. Donc nous, ce qu'on fait dans notre club, c'est que ce sont des étiquettes autocollantes qu'on colle directement sur le cul de la bouteille. Pour le trimix, on retrouve finalement la même démarche, sauf qu'il y a un peu plus de paramètres à considérer. Donc le tableau diffère un tout petit peu, mais fondamentalement, il est conçu de la même manière. Une référence à un bloc, une date de gonflage pour le gonfleur, nom et signature, la pression du bloc après gonflage, des analyses à la fois sur le pourcentage d'oxygène et le pourcentage d'hélium, et la détermination d'une profondeur maximale d'utilisation du mélange. L'utilisateur remplit de la même manière, et ne l'oubliez pas, le moniteur fait également le contrôle. Sur l'étiquette et sur le bloc lui-même, on retrouve rigoureusement les mêmes paramètres, présentés dans un format différent. Alors, s'agissant des recycleurs, le code du score précise un certain nombre de points, donc ça c'est important. Il précise que le matériel doit faire l'objet d'une certification aux normes en vigueur. Donc là, vous avez un plongeur avec un Inspiration Vision. Il a beau regarder la carangue, ça n'empêche pas que son matériel doit être conforme. Donc là, en tout cas, le fabricant qui s'appelle APD, Ambient Pressure Diving, a un certificat de conformité délivré à l'issue de tests réalisés, et en l'occurrence par la société SGS. Voilà, donc ce matériel est un matériel CE. Donc il y a très peu de machines CE aujourd'hui sur le marché. Mais en tout cas, nous, ce qui est très clair, c'est que s'agissant de la plongée en France, il faut que le matériel soit certifié aux normes en vigueur. On précise également que concernant l'utilisation des recycleurs, que le recycleur, puisqu'on travaille sur des pressions partielles, donc le principe du recycleur, c'est que vous avez un diluant et vous avez une bouteille d'oxygène. Donc on travaille en circuit fermé. Donc là, c'est l'exemple du circuit fermé. Le mélange, le CO2 qui est filtré par une cartouche qui se trouve à l'arrière, en tout cas s'agissant de ce recycleur. Donc ça peut être qui est inséré dans une cartouche et filtré par une cartouche de chaux qui est insérée dans un canister, d'accord. Et donc on a un dispositif électronique ou manuel qui permet d'injecter de l'oxygène. Donc ce qui est important de considérer, c'est que pour les recycleurs, on peut avoir des pressions partielles à la différence des gens qui plongent en circuit ouvert, qui peuvent être différentes, donc des pressions partielles d'oxygène différentes. Et donc il est impératif d'avoir un dispositif qui vous informe si la PPO2 n'est pas dans les limites d'utilisation 0,16, 1,6. En fait, dans les recycleurs, on n'attend pas un 0,16. On est sur des pressions d'alarme bien supérieures à celles-là, avant d'arriver en situation d'hypoxie. S'agissant toujours des recycleurs, il y a une imposition d'avoir un dispositif de secours en circuit ouvert dès que l'on dépasse l'espace proche, puisqu'on n'est pas capable de respirer de l'oxygène pur, au-delà des 6 mètres, pour la limite que vous connaissez tout à l'heure, la limite hyperoxique qu'on a pu voir. Dernier point concernant l'usage des recycleurs, c'est que le guide de palanquet, donc ça c'est la personne elle-même a un dispositif qui permet de passer en secours. Dernier dispositif, c'est le guide de palanquet qui utilise un équipement de type recycleur, doit avoir un équipement indépendant, muni d'un mélange de secours, qui soit capable d'être respiré tout au cours de la plongée, doté au moins d'un dépendeur en circuit ouvert. Donc pour pouvoir alimenter une autre personne qui sera en panne d'air par ce biais-là. Alors, concernant les procédures de décompression, que dit le code du sport? Le code du sport précise qu'elles peuvent être faites soit à l'aide de tables spécifiques. Donc là, vous avez des tables qui ont des tables INTD. On a vu qu'on peut faire aussi nos propres runtime. Donc là, c'est on peut faire nos propres runtime à partir de logiciels spécifiques, comme l'a présenté Fabien dans un cours précédent. Donc ça, c'est le deuxième point. Soit à l'aide d'un ordinateur pour la plongée. Ah pardon, excusez-moi. Donc de table, on est capable de sortir des runtime. Soit on est capable d'utiliser un ordinateur spécifique pour la plongée au mélange.
Donc là, j'ai repris le même type d'ordinateur, hein, donc l'OSTC qu'a présenté rapidement Fabien dans le cours précédent. Soit, dans le cas du Nitrox, on a la possibilité de partir avec la profondeur équivalente en air pour considérer la décompression suivant sur cette base-là. Il convient bien évidemment de respecter impérativement les paramètres de la profondeur équivalente. Alors, pour ce qui concerne les espaces et les conditions d'évolution, dès qu'on a un des plongeurs qui est équipé, qui respire un mélange différent de l'air, on est dans l'application du code du sport de la plongée au mélange. D'accord ? Même si les autres respirent de l'air. On peut imaginer par exemple une plongée à 40 mètres. Deux plongeurs sont à l'air. Un plongeur est au trimix. D'accord ? On est dans l'application du code du sport de la plongée au mélange. Alors, là c'est un point important. Hein. On fait référence dans le code du sport de la plongée au mélange aux espaces d'évolution qu'on avait précédemment, qui n'existent plus aujourd'hui dans le cadre de la plongée à l'air. L'espace proche, 0,6 mètres, l'espace médian, donc jusqu'à 20 mètres, lointain jusqu'à 40 mètres, et au-delà, donc au-delà des 40 mètres. Point important, plongée au trimix en situation d'enseignement limitée à 80 mètres, hein, donc avec, je le rappelle, une profondeur maximale de 120 mètres. Les zones d'évolution pour la plongée sont fonction du type de mélange, donc Nitrox, Trimix ou Heliox, ou des conditions de pratique, enseignement ou exploration. Donc là, je vous invite, c'est pas décliné dans le topo qu'on fait ensemble, mais je vous invite à aller dans les annexes dont je vous ai parlé tout à l'heure, du code du sport de la plongée au mélange, pour voir ensemble, en fonction des situations d'enseignement ou d'exploration, jusqu'à quelle profondeur on peut travailler au trimix. Alors, le code du sport définit, je vous ai fait le lien tout à l'heure sur les organismes habilités à délivrer des qualifications s'agissant de la plongée au trimix. Dans le code du sport, il est défini les qualifications. Donc ça, c'est un point important. C'est différent du code du sport qu'on a à la plongée à l'air, où on définit des aptitudes. Donc la qualification Nitrox, Nitrox confirmé, trimix élémentaire, trimix, le hypoxique, qu'on appelle aussi hypoxique, le trimix élémentaire qu'on appelle le trimix normoxique également, l'utilisation d'un recycleur semi-fermé au Nitrox, et l'utilisation d'un recycleur en circuit fermé. Et vous avez en même temps les niveaux de plongeurs à partir desquels vous pouvez rentrer dans ces cursus de qualification. Alors, pour ce qui concerne le directeur de plongée, pour une plongée en exploration. Donc bien évidemment, il est présent sur le site, il organise l'activité. Ça tombe sous le sens, mais il convient de le rappeler. Donc alors, les points importants à retenir, jusqu'à 70 mètres, il est E3 et titulaire de la qualification afférente au mélange utilisé. Hein, c'est très très important, hein. Ça a été présenté un peu sur la partie planification. Il convient d'avoir quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce qui va être fait par les gens sous l'eau, donc qui soit déjà qualifié pour ce type de plongée. Et au-delà de 70 mètres, c'est forcément un MF2, donc un enseignant de niveau 4, et également lui-même titulaire de la qualification aux mélanges qui vont être utilisés. Donc au-delà de 70 mètres, on sait, hein, on est sur, il faut avoir la qualification trimix, et jusqu'à 70 mètres, on peut avoir que la qualification trimix élémentaire. En situation d'enseignement, les limites sont un tout petit peu différentes. Donc jusqu'à 40 mètres, ça peut être un MF1, titulaire de lui-même également de la qualification. Et au-delà de 40 mètres, et donc dans la limite des 80 mètres dont on a parlé tout à l'heure, il doit forcément être MF2. Donc là, de ce point de vue-là, on est identique à ce qui se passe dans le code du sport s'agissant de la plongée à l'air. Le MF1, au-delà de 40 mètres, il faut que le directeur de plongée soit en situation d'enseignement à un MF2. Alors le guide de Palenquet. Donc c'est au moins
un niveau 4 avec la qualification nitrox confirmée ou thermique correspondant au mélange respiré. D'accord, donc ça c'est un point important. Le guide de palanquée d'une palanquée de plongeur qui respire de l'air, il peut être amené à respirer du nitrox, bien sûr, en respectant la profondeur max, la profondeur maximale du mélange, pardon, il y a une petite erreur, et qui puisse intervenir en exploration ou en enseignement, en toute sécurité. D'accord ? Donc ça veut bien dire ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, c'est que dès qu'on est sur un plongeur dans la palanquée qui plonge avec un mélange, on est sur l'application du code du sport de la plongée au mélange. Et qu'en tout cas, la personne qui intervient, et si elle intervient en tant que guide de palanquée au sein de la palanquée, elle doit avoir un mélange qui est respirable, quelles que soient les conditions de profondeur qui peuvent être rencontrées. Alors sur les conditions de pratique, en enseignement, qui peut être le guide de palanquée, donc c'est un E3 avec la qualification adéquate, si on est inférieur à 40 mètres, et un E4 si on est supérieur à 40 mètres. En exploration, donc on a plusieurs possibilités. C'est un niveau 4, un P4. Donc là, vous voyez, on retrouve pas on retrouve pas la notion d'aptitude que l'on a aujourd'hui dans le code du sport de la plongée à l'air. Donc c'est la qualification. Donc c'est un P4 avec la qualification adéquate jusqu'à 20 mètres. Donc jusqu'à 20 mètres dans le cadre de N1. Donc là, on a peu d'intérêt, hein, on est plutôt sur de la plongée au nitrox. Et 40 mètres pour des plongeurs de niveau 2, puisque les 20 mètres et les 40 mètres sont fixés par les niveaux de pratique des plongeurs. Si les gens sont en autonomie, ben, on peut avoir des N2 qui plongent ensemble avec par exemple avec du nitrox. Donc dans la même limite que celle qu'on retrouve à l'air, donc dans la limite des 20 mètres. Et les plongeurs sont capables de plonger également entre N3 et N4 en autonomie, avec les qualifications adéquates au mélange, donc au-delà de la zone des 40 mètres, et bien sûr dans les limites qui ont été fixées, donc à savoir en trimix élémentaire, donc 70 mètres, et en trimix profond donc, ou hypoxique, 120 mètres. Alors, l'équipement des plongeurs. Sauf en piscine ou en fosse, on retrouve les mêmes dispositions que l'on peut retrouver dans le cadre de la plongée à l'air. L'équipement des plongeurs doit être constitué d'un gilet gonflable, des moyens permettant de gérer individuellement la décompression. Donc ça, c'est vrai pour tous les plongeurs. Et bien évidemment, les guides de palanquée. En circuit ouvert, donc ça c'est en plongée en circuit ouvert, les plongeurs doivent être munis d'un équipement permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout. Matériel de secours lié à la plongée au mélange. Donc sur le matériel de secours, c'est rigoureusement identique à ce qu'on peut avoir pour la plongée à l'air. Donc, je ne reviens pas dessus. Ce qui est important, c'est de bien détailler ce qui est nécessaire de manière complémentaire à la plongée à l'air. Donc dès qu'on organise une plongée trimix ou heliox, on a la mise en place des moyens complémentaires suivants. 1. Une ligne lestée de descente et de remontée, en l'absence d'autres lignes de repère. Ça veut dire que si aujourd'hui on fait une descente le long d'un tombant qui irait jusqu'à la surface, on n'a pas besoin de mettre en place cette ligne de descente et de remontée. Mais en l'absence d'autres lignes de repère, en pleine eau, pour plonger sur une épave, on doit avoir une ligne lestée qui permet de faire une descente et une remontée sur cette ligne. On doit avoir des bouteilles de secours équipées de détendeurs qui contiennent des mélanges adaptés à la plongée. Donc là, on est conforme à ce qu'on peut avoir sur la plongée à l'air, donc c'est-à-dire avoir un bloc de secours pour la plongée à l'air équipé d'air, gonflé à l'air, bien évidemment. Mais nous, s'agissant de nos plongées, on doit avoir des bouteilles, en fonction du profil de plongée, qui contiennent des mélanges adaptés. On a une ligne de décompression. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne de décompression? C'est une ligne qui contient un ou plusieurs mélanges de décompression
aux profondeurs où on peut les employer, adaptées, prêtes à être déployées. D'accord? Donc forcément, une ligne de décompression qui est déjà équipée sur le bateau, sinon ça ne sert à rien, et qui est mise en place sous une bouée, de manière à ce qu'on puisse la mettre à l'eau très rapidement. Les gens qui restent à bord du bateau doivent avoir une copie de la planification prévue, donc de runtime par exemple, pour savoir un peu ce qui s'est passé. Si on est parti pour une plongée de 10 minutes, pour ce qui va se passer plus exactement, pour se dire, et ben là, dans une minute, les gens vont sortir de l'eau, ou là, normalement, ils sont à telle profondeur. Et pouvoir se préparer à la configuration de la fluidification prévue. Et dernier point, il convient d'avoir un moyen logistique ou une embarcation qui permette, avec une personne qui est prête à intervenir, de manière à pouvoir mettre en œuvre les dispositifs qu'on a pu voir tout à l'heure, et en particulier la ligne de décompression. Je fais un petit retour en arrière. Donc voilà les différents points qui sont aujourd'hui existants et développés dans le code du sport. Donc, alors maintenant, je fais un petit paragraphe concernant la réglementation européenne, s'agissant du matériel que l'on peut employer. Donc il y a deux normes, on les a vues tout à l'heure. Donc je rappelle, la première norme, la EN 144-3, que j'ai pas, hein, il faut l'acheter pour avoir le document. Enfin, c'est une norme qui concerne les raccords de sortie pour des gaz pour la plongée au nitrox et à l'oxygène pur, on l'a vu tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'elle impose? Elle impose la mise en place d'un filetage spécial, nitrox, entre le robinet et le détendeur. Donc pour nous, c'est le M26200. Donc cette norme a été mise en application en novembre 2003, avec une période transitoire permettant aux différents distributeurs d'écouler l'ensemble des composants qui existaient, des pièces qui avaient été faites sur le marché, de 5 ans. Donc depuis 2008, depuis novembre 2008, vous ne pouvez plus que trouver de la part de vos distributeurs des équipements en M26200. Ça ne veut pas dire que dans vos clubs, vous n'ayez pas des équipements qui ont été achetés avant 2008 et qui sont encore équipés des anciennes robinetteries en M25200. La deuxième norme, elle suit à peu près le même principe, hein, sauf qu'elle concerne les appareils respiratoires pour des mélanges qui sont au nitrox ou à l'oxygène pur. Donc elle impose, alors on n'est pas que sur les éléments de raccord, des blocs, robinets, flexibles manomètres qui soient nettoyés et compatibles avec de l'oxygène pur. Elle a également été mise en place en 2003 avec une période transitoire de 5 ans. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que s'agissant de ces deux normes qu'on vient de voir là, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de risque de confusion entre l'air et le nitrox. Alors, la réglementation, elle évolue toujours. En préparation, le code du sport 2012. D'accord ? Donc ça, il faut que vous le sachiez. Donc s'agissant de réglementation, comme dans beaucoup d'autres domaines, il convient de se tenir à jour.